Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bienvenue dans un nouvel épisode de Racine Franco. Ici Nathalie Salmeron au micro comme d'habitude pour ce nouvel épisode avec aujourd'hui Junior Mandoko. On va pouvoir parler de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle au passage que Racine Franco, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise notamment à mieux faire connaître et partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. En vrai, plus simplement, je vais aller à la rencontre de belles personnalités de notre belle communauté francophone. Et puis ensemble, on va parler de leur région, de leur pays d'origine et de leur culture qui leur est propre. Et surtout de comment on arrive à vivre sa francophonie en étant ici à Toronto. Je rappelle au passage que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Comme je vous disais aujourd'hui avec moi, j'ai la chance d'avoir Junior Mandoko. Comment ça va, Junior, aujourd'hui? Ça va bien, Nathalie. Merci de m'avoir invité. Écoute, avec grand plaisir, on va pouvoir parler un petit peu de toi, de ton parcours, ton parcours d'immigration, tout ça. Est-ce que tu pourrais te présenter justement en quelques mots pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent peut-être pas encore? Plus rapidement, je dirais, je m'appelle Junior Mandoko. Je suis d'origine congolaise, anciennement appelé Zaïre. Je suis juriste et enseignant au niveau postsecondaire. Et puis voilà, je suis franco-ontarien, d'autant plus que je vis en Ontario en tant que francophone. Et voilà, donc je suis un peu partout. J'ai plusieurs chapeaux, je suis aussi auteur, j'écris. Je suis un essayiste et chercheur en même temps. Donc voilà. Une tête bien pleine, quoi. Je dirais plutôt une tête bien faite. Bien faite et bien pleine, c'est pas compatible les deux. Qu'est-ce que tu penses, Junior, d'avoir ramené de ta culture congolaise justement avec toi? Nous, on en a parlé un petit peu hors antenne pour préparer cette entrevue. Toi, tu es au Canada depuis 2007. Oui. Ça fait un petit bout de temps si on repasse la bobine en arrière. Mais quand tu es arrivé, ou même maintenant, peut-être que tu as encore des vestiges, entre guillemets, de ce que tu as amené avec toi il y a quelques années. Mais qu'est-ce que tu penses avoir ramené de ta culture congolaise ici au pays du Canada? Je dirais mon savoir-faire. D'autant plus que j'ai eu la chance de venir ici au Canada pour étudier, en tant qu'étudiant d'abord. J'ai étudié ici au Canada, j'ai fait mon collège au Canada et j'ai fait l'université aussi. Alors après ça, je me suis décidé de rester au Canada pour travailler. Alors de ce point de vue-là, je dirais que j'ai contribué naturellement avec mon savoir-faire surtout, au bien-être de la population canadienne. Et aussi, je pourrais faire mention de l'aspect culturel aussi, et à ma culture, avec ma culture que je partage très souvent avec les gens que je côtoie partout au travail, là où j'habite, ou voir les amis qui ne viennent pas du Congo. Donc, il y a la culture congolaise que je partage avec les gens qui me côtoient, c'est très souvent. Et de quoi tu es le plus nostalgique, Junior, par rapport au Congo? Même si ça fait longtemps maintenant que tu as quitté le pays et tout, il y a toujours des petits trucs qui manquent. Et en général, quand je pose cette question, il y a un top 3 des réponses. C'est souvent la nourriture. Oui. Je dirais même que c'est la réponse top 1. La top 2, c'est en général la famille. Oui. Et la top 3, en général, c'est la chaleur humaine, un petit peu qu'on a dans certains pays où on arrive au Canada, des fois on sent que c'est un petit peu froid ou c'est un petit peu différent de faire des connexions. Toi, si tu devais dire de quoi tu es le plus nostalgique, tu dirais quoi, Junior? Je dirais un peu tout. Il y a l'ambiance de Kinshasa, parce que je suis natif de Kinshasa, de la capitale du Congo. Il y a cette ambiance-là, l'ambiance familiale avec les amis et tout, parce que le mode de vie au Congo, à Kinshasa, n'est pas semblable à celui d'ici. Là, on vit beaucoup plus dans un environnement, je dirais, plus communautaire en fait. C'est beaucoup plus ensemble avec des amis, on passe du temps. On peut aller visiter des gens n'importe quand, on connaît ses voisins, on peut aller manger chez ses amis. Tu vois, cette ambiance-là un peu beaucoup plus fraternelle. Ouais, un peu plus franchouillarde, un peu plus proche les uns des autres. Exactement, cette proximité-là avec les gens et tout ça, ça me manque, cette chaleur humaine, ça me manque. Il y a aussi, comme tu l'as mentionné tantôt, la nourriture, parce que moi je me dis souvent, certes ici il y a certains magasins ou stores qui vendent de la nourriture africaine,
Mais la nourriture, lorsqu'elle est faite, en fait, de la source, elle a un goût un peu différent. Alors moi, je me dis, ben, lorsque je vais, par exemple, en vacances, me fait plaisir de goûter un peu à tout pour me permettre de m'attacher encore à mes racines, en fait, à mes origines. Et puis pour faire des stocks de souvenirs aussi, de goût. Exactement, parce que ça manque aussi, parce que ben, souvent on mange tout ce qui est congelé. Si tout ce qu'on mange c'est congelé, et ça perd en fait sa valeur naturelle. Puis la saveur aussi un peu. Ouais, exactement, donc c'est plus la vraie saveur de la nourriture telle qu'on l'a lorsqu'on prend par exemple le pondu, donc le fait du manioc, on l'appelle chez nous pondu. Lorsque le pondu est congelé, ça n'a plus la même saveur que le pondu qu'on cueille du champ. Frais, quoi. Exactement. Ça n'a plus cette même saveur. Alors, ce sont ces petits éléments qui me manquent. Ouais. Et justement, comment elle est la communauté congolaise ici à Toronto? Est-ce qu'elle est hyper structurée, on la retrouve à un seul endroit, ou elle est un petit peu dispatchée? Est-ce que c'est facile de rentrer en contact justement avec la communauté, ou le fait que tout le monde soit peut-être un petit peu à droite à gauche, c'est compliqué de se retrouver, de faire des trucs ensemble? Je sais que là, par exemple, il y a eu la CAN. Ça a permis, par exemple, à la communauté ivoirienne de se retrouver en masse parce que c'était simple. Il y avait cet événement hyper fédérateur qui est la CAN et tout. Comment ça se passe pour la communauté congolaise? Est-ce que c'est pareil? Il y a quand même des moyens de se retrouver un petit peu, ou c'est quand même un petit peu plus compliqué selon toi? Je dirais pas que c'est compliqué, d'autant plus que même si la communauté est un peu éparpillée dans la ville de Toronto, il y a quand même des points de rencontre où on se rencontre très souvent entre ressortissants congolais, par exemple, des gens qui viennent du Congo. Et parlant notamment de la CAN, entre amis, on avait organisé des soirées, donc des endroits où on pouvait aller. Visionner les matchs? Exactement, visionner les matchs, ou soit en rediffusion, ou soit en live. Donc ça nous permettait naturellement de pouvoir nous regrouper, de nous retrouver ensemble et partager, je sais pas, un verre de vin ou quelque chose à grignoter. Et de manière générale, hors CAN, parce que c'est vrai que là, la CAN, ça a été super intense et ça a permis justement à toutes ces communautés de se retrouver. Mais est-ce qu'en dehors de ces grands événements, il y a quand même des choses qui sont mises en place par la communauté congolaise, ou c'est un petit peu pas forcément évident de se retrouver tout le temps? Oui, en fait, on a une communauté qui est bien structurée, d'autant plus que nous avons un bureau qui se situe, je pense bien, sur Kennedy et Eglinton. Je dois arriver à l'adresse. Et on a, c'est bien structuré, il y a un président, il y a toute une équipe qui l'accompagne. Et voilà, certes, qu'on n'a pas peut-être le temps de se rencontrer tous les jours, mais au moins, il y a une adresse, il y a un numéro de téléphone, il y a moyen de contacter le leader. Puis il y a l'envie aussi de vouloir essayer de réunir les gens s'il y a cette structure qui est mise en place. Exactement, donc ça existe en fait. On a une communauté qui existe, on a un bureau, on a une adresse et puis il y a des contacts aussi. Si quelqu'un voudrait entrer en contact avec la communauté, il y a des gens qui sont disposés à le faire. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, c'est bien de l'avoir souligné, parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent d'arriver ici à Toronto, qui sont un petit peu perdus, en manque d'attache un petit peu avec leur communauté. Oui. Et c'est toujours super de savoir qu'il y a des structures qui sont mises en place, et que si on a juste besoin de papoter, de parler un peu du pays ensemble, des fois ça fait chaud au cœur, on a juste besoin de ça, c'est cool de savoir qu'il y a des structures qui sont mises en place, quoi. Exactement, il y a une structure qui est en place, on l'appelle ACO, l'Association des Congolais de l'Ontario. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le président, il s'appelle Patrick Payana. Donc, ceux qui veulent bien entrer en contact avec lui, par exemple, peuvent juste aller sur Internet, si je ne me trompe pas, ACO, ils auront tous les renseignements concernant la communauté. Il y a aussi, je pense, une association parallèle qu'on appelle COCOT, C-O-C-O-T. Et cette association, je pense qu'on pourrait même trouver les renseignements à partir des réseaux sociaux. Il suffit de faire une recherche sur les réseaux sociaux, vous allez avoir toutes les coordonnées relatives aux gens qui dirigent l'association. Ça c'est super. Ouais. Donc n'hésitez pas les auditeurs de Choc FM 105.1 si vous avez envie, ACO ou COCOT, C-O-C-O-T, si jamais vous avez envie de connecter à la communauté congolaise ici. Comment ça s'est passé ton parcours d'intégration, toi, en Ontario, ici, Junior? Parce que je le disais un petit peu avant, toi, tu es arrivé en 2007, donc tu as eu quand même la chance de faire tes études ici. Des fois, en tout cas, personnellement, je vais le dire comme ça, j'ai toujours l'impression que quand on arrive pour faire ses études, c'est plus simple de s'intégrer parce qu'on va forcément se faire des amis à l'école, on va peut-être participer à des associations sportives XY ou culturelles, ce qui fait qu'on est plus en lien avec les gens de son âge et c'est plus facile de se faire des amis. Mais peut-être que je me trompe. Comment ça s'est passé, en tout cas, pour toi, ton parcours d'intégration ici en Ontario? Comme tu l'as dit, ça a d'abord commencé par les études, parce que moi, quand je suis arrivé ici, j'étais venu pour étudier.
J'ai d'abord commencé au Collège Boréal. Je me suis fait des amis. Et partant de là, mon niveau d'anglais n'était pas assez avancé comme maintenant. Et mon premier point de repère, c'était le Collège Boréal. Je me suis fait des amis au Collège Boréal. Et puis par après, j'ai commencé à travailler à temps partiel. Pour eux? Non, pas pour le Collège Boréal. Okay. Mais j'ai travaillé pour une banque locale. Okay. J'ai travaillé à temps partiel et à ce moment-là, ça me permettait naturellement de pouvoir pratiquer mon anglais. Parce que j'avais l'opportunité de rencontrer des gens qui ne parlent pas français, qui étaient intéressés à apprendre le français. Et moi, j'étais intéressé effectivement d'apprendre l'anglais. Donc c'est un gagnant-gagnant, ça. Exactement, c'était sous forme d'un échange culturel. Moi, entre guillemets, j'ai appris le français et en contrepartie, il me parlait beaucoup plus en anglais. Alors, ça m'a permis de pratiquer mon anglais parce que je pense que l'apprentissage de la langue est l'élément primordial pour faciliter l'intégration. Et voilà, j'ai commencé à travailler à temps partiel, j'ai combiné études, travail et tout. Et ça m'a permis de pouvoir m'épanouir, connaître la ville. Et voilà, c'est parti par là. Et c'était quoi quand même tes principaux défis? Parce que forcément, même si voilà, tu as été au Collège Boréal, c'était quand même assez structuré, on va dire, ton intégration. C'était plus simple que quelqu'un qui arrive un petit peu à l'arrache comme ça, avec 2 valises et qui se dit « j'ai un visa, on verra la suite ». Est-ce que tu as quand même rencontré des défis? Et si oui, c'était lesquels? Et comment tu as pu faire en sorte de les surmonter? Alors, le défi, il y en a toujours. Parce que les défis, moi, je viens d'un pays chaud, tropical. Le premier défi, c'était la température. Exactement, la température n'était pas assez intéressante, surtout pendant l'hiver. C'était une première expérience pour moi. C'est quoi les températures, on va dire, moyennes de température? Je pense qu'on va au-delà des 30, quelque chose. Oui. Ah ouais. Oui. Et d'ailleurs, là, présentement, il fait très chaud, à Kinshasa plus particulièrement. Alors, moi, c'était d'abord ça. Le premier défi, c'était de se réveiller chaque matin sous la neige. Et aller, il ne doit pas être congelé? Exactement. Aller à l'école, aller au collège, et puis après le collège, aller directement au travail, parce que j'ai combiné les deux, comme je l'ai dit tantôt. Alors ça, c'était quelque chose d'assez compliqué pour moi, parce que je n'avais pas l'habitude de le faire. Je n'ai jamais travaillé de toute ma vie, et c'était une première expérience d'étudier et de travailler. Je sais que j'avais perdu même du poids. Parce que c'était intense le rythme? Oui. J'avais perdu du poids parce que mon emploi du temps était tellement serré. Et les gens pensaient d'ailleurs que j'étais malade. Pourtant, ce n'était pas ça. C'était le stress, la pression. Il y avait beaucoup de choses. La charge mentale aussi. La charge mentale. Et puis l'éloignement. Je n'étais pas très proche de mes amis, de la famille aussi. Donc, ça m'a permis... c'est d'abord par là. Ces défis, je dirais, des climats. Et puis par après, il y avait la langue, l'anglais. En tant que francophone en Ontario, à Toronto, tu peux dire que tu parles anglais, il y a ton accent qui te trahit un peu. Exactement, qui te trahit. Il y a aussi la peur de pouvoir commettre certaines erreurs. Ce qu'on appelle un petit peu aussi l'insécurité linguistique. Exactement, maintenant. Tu te sens en insécurité totale des fois. Tu penses connaître le mot, tu penses pouvoir le dire, mais lorsque vient le moment de le dire, tu trembles un peu, tu hésites. Ça, c'était un peu le manque de confiance en soi. Et ça s'est développé avec le temps. Lorsque j'ai vite compris ça ne valait pas la peine en fait de traîner, d'hésiter en fait, d'avoir peur. C'est pas ma première langue, l'anglais. Je parle français, j'ai grandi en parlant français et certaines langues locales. Alors, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer, parler normalement. Mais je pense que c'est un petit peu la panique qu'on a tous et toutes en arrivant. C'est ça, c'est cette fameuse insécurité linguistique, comme tu dis. Moi, je me rappelle, pour raconter un peu ma vie, parce que je raconte toujours un peu ma vie dans les interviews des autres. Moi, j'avais l'impression d'être totalement bilingue en étant en France. On m'envoyait sur des interviews internationales et tout ça, et c'était super. Je me suis dit, ça va être super facile en fait d'arriver à Toronto. En plus, je serais totalement bilingue. Pas du tout. En fait, être bilingue dans son pays d'origine, maîtriser l'anglais dans son pays d'origine, c'est pas les mêmes requirements pour parler du bon français que quand on arrive dans un endroit où le français, du coup, ça devient minoritaire. Je me rappelle, et je la raconte souvent cette anecdote, mais moi, juste commander une pizza au téléphone, c'était très dur. Parce qu'au téléphone, t'as pas l'appui physique ou au pire, tu sais, tu peux faire des gestes et tout. Au téléphone, c'était dur. Et puis, chacun a son accent. Donc, moi, j'étais en train de parler à un gars qui a un accent improbable. Moi, j'ai un accent improbable. Tous les deux, on se comprenait pas. Et du coup, souvent, au lieu de passer ma commande, j'y allais à pied et j'allais la chercher. Et du coup, là, tu peux aussi perdre confiance en soi.
Et moi, c'était ça aussi, parce que tu sais, j'ai travaillé, mon premier travail à Toronto, c'était dans une banque. J'ai Moi fait des aussi. services à la clientèle Pareil, tout pareil, moi aussi. et je devais travailler comme bilingue parce que c'était inbound. Non, non, c'était outbound. Parce Ok. qu'on recevait des appels, on devait vendre des assurances pour les clients de la banque. Et j'étais obligé de le faire en anglais. Il y avait des moments où je devais vendre en anglais, je m'excuse. Donc, en parlant au téléphone, j'avais d'abord peur pour mon accent parce qu'il y avait un script qui apparaissait devant l'écran et tu devais lire le script et discuter un peu avec le client pour essayer de le convaincre à prendre l'assurance. Mais c'est dur de convaincre quelqu'un quand t'es même pas confiant de ton speech, en fait. Ouais. Ouais. Donc, c'était pas évident. C'était pas évident. À chaque fois que j'avais des appels en anglais, c'était vraiment un calvaire. C'était Je l'angoisse. stressais. Ouais. Ouais. J'étais juste stressé tellement. J'avais tellement envie que l'appel finisse que je passe à autre chose. Parce que, au moins, il y avait certains clients qui étaient compréhensifs, qui me comprenaient. Je leur disais carrément que je suis francophone et je suis en train de travailler pour la banque en tant que bilingue. Et par contre, les autres ne comprenaient pas, en fait. C'était soit on te raccroche au nez, soit on te dit, tu parles pas bien anglais, quand on passe à une autre personne, en fait. Quand on demande à une autre personne d'appeler. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que on va pas se mentir, les services à la clientèle, c'est le passage un peu obligé pour certaines personnes. J'avoue, moi y compris, j'ai mon premier emploi réel ici à temps plein, c'était de travailler dans une banque, pareil, service à la clientèle, pareil. Moi, c'était pas téléphone, c'était sur le chat en ligne, mais ça revient à la même chose. Et c'est bien justement de souligner ça et de dire voilà, c'est pas parce qu'on passe par ça que c'est une finalité en soi, on va pas rester bloqué là-dedans, mais autant ça peut faire peur, ça peut mettre le stress, autant je trouve que c'est aussi une bonne école pour apprendre l'anglais. Parce que du coup, on te met un peu dans le bain, il faut que tu te débrouilles. Et puis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je trouve que voilà, c'est un petit moment traumatisant, mais qui traumatise pas trop sur le long terme, je trouve. Mais parce que c'est l'apprentissage, je dirais, rapide. Parce que ça te met vraiment dans le Dans le champ de bain. bataille. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme si t'apprenait à nager en te jetant directement dans la piscine. Ouais, ou dans Tu la dois mer trouver. même. Parce que là, il y avait Exactement. encore la piscine, il y a les structures au côté, tu peux aller retrouver le bord. La mer, il y a pas. C'était un peu ça, ouais. Tu parlais du Collège Boréal tout à l'heure, quand tu es arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres programmes ou organismes un petit peu locaux existants qui ont pu faciliter un petit peu ton intégration ici en Ontario ou le Collège Boréal, ça a vraiment été ta lumière dans le noir? Je dirais le Collège Boréal d'abord parce que c'était mon point de repère. C'est la seule institution francophone que j'ai rencontrée en arrivant à Toronto, la première, je dirais. Et puis par après, il y a les centres francophones parce que j'étais à un certain moment obligé d'aller faire des tests médicaux. Et le centre francophone m'a permis d'entrer en contact avec un médecin, mon médecin de famille. Et à part ça, il y a que c'est des organismes, je dirais le Collège Boréal et le Centre francophone qui m'ont naturellement permis de pouvoir m'intégrer, me faciliter mon intégration à Toronto. Tout à l'heure, on parlait de tes défis personnels quand tu es arrivé, on parlait du climat, on parlait de la langue et tout. Selon toi, c'est quoi, Junior, les défis auxquels les francophones, nouveaux arrivants, de manière générale, ils sont confrontés? Est-ce que justement, tu penses que c'est un peu pareil ton cas que les autres ou tu penses à d'autres défis en parlant avec des amis à toi, en ayant eu des retours d'expérience de pas mal de gens? Depuis le temps que tu es là, tu as dû en entendre pas mal des histoires. Qu'est-ce que c'est selon toi les défis les plus fréquemment rencontrés par les nouveaux arrivants? Les nouveaux arrivants, plus particulièrement nouveaux arrivants francophones, je dirais d'abord, à Toronto, c'est d'abord la langue. Il faut te préparer, il faut avoir ne fût-ce que la base. Il y a la langue, premièrement, parce que parler anglais c'est une condition sine qua non. Parce que arriver à vivre à Toronto, tu dois parler anglais. Il y a d'abord la langue. En tant que francophone, il y a beaucoup de difficultés. Il y a un défi, donc tu dois être en mesure de pouvoir t'exprimer en anglais. Le deuxième défi, c'est par rapport à l'information, parce que la plupart des francophones qui arrivent ici n'ont pas d'information. C'est vrai, c'est bien que tu soulignes ça. C'est marrant, on ne me le dit pas forcément à chaque fois, celle-là. Oui, il n'y a pas tellement de services d'orientation. Ou alors, ils ne sont pas forcément à portée de main, il faut faire des recherches, et si on n'a pas de quoi faire les recherches, Oui, donc à ce niveau-là aussi, je pense que c'est un défi, parce que je suis en contact, par exemple, avec des étudiants que j'enseigne au Collège Boréal, qui rencontrent des difficultés par rapport à la recherche d'emploi, par exemple, la recherche de logement. Donc ça, ce sont des éléments qui, effectivement, constituent des défis. Parce que et quand ils viennent ici, ils peuvent prendre un logement pour un laps de temps, pour 2 jours.
Et après ces 10 jours, ils cherchent un logement permanent, par exemple. Et comment arriver à trouver ce logement? Il faut avoir des renseignements, il faut avoir des informations. Je crois que le centre francophone est à mesure de le faire. Mais je pense pour déjà arriver à bénéficier de ces services de centre francophone, il faut avoir l'information. Il faut savoir où se situe le centre francophone. Il faut savoir qu'ils existent aussi. Exactement, il faut savoir que ça existe. Et le plus souvent, les gens n'ont pas cette information. Voilà pourquoi je me dis le plus grand défi, c'est l'information. L'accès à l'information est très important. Et tantôt, tu as parlé de la communauté congolaise. Il y a des Congolais, par exemple, des gens d'origine congolaise, qui sont arrivés à Toronto, qui ne savent pas qu'il y a une communauté qui existe. Il y a un organisme communautaire, il y a des organismes communautaires congolais qui existent à Toronto, parce qu'ils n'ont pas l'information. Alors, ça pourrait constituer un grand blocage, un grand challenge pour quelqu'un qui vient d'arriver. Et justement, ce serait quoi du coup tes conseils juniors pour que les nouveaux arrivants francophones, ils ne se sentent pas forcément exclus, ils ne se sentent pas forcément à côté de leur communauté et qu'ils aient justement accès à l'information comme tu disais justement juste avant? Mais pourquoi ne pas mettre les services au niveau de l'aéroport pour accueillir les nouveaux arrivants par exemple? Il me semble que maintenant le centre francophone, ils le font depuis l'aéroport Pearson, ouais. Exactement. Donc pour moi déjà, s'ils le font, tant mieux. Et puis ça veut dire qu'il y avait un besoin aussi. Oui, tant mieux parce que déjà, lorsqu'on atterrit à Toronto, on sait il y a le centre francophone qui existe. Je pourrais aller me renseigner si j'ai besoin de quelque chose. Donc à ce niveau-là, déjà, je pense qu'il faut vulgariser ou faire la promotion des différents services qui sont offerts en français, des différents organismes francophones, faire la publicité de ces organismes, faire la promotion de ces organismes pour permettre naturellement à ces gens qui viennent d'arriver d'avoir l'information. Alors, tu sais, quand tu parles français dans la rue, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai souvent l'impression que quand je parle français, j'ai toujours 2 types de réflexions. C'est « Ah, tu viens de France? Ah, tu viens du Québec ?» Dans un sens ou dans l'autre, ça dépend. Mais c'est toujours ça. Et j'ai l'impression que les gens ont tendance à oublier que parler français, ça ne veut pas dire que tu appartiens soit à la France, soit au Québec. La francophonie, c'est large, c'est très varié. Et comme je dis toujours, si on mettait une grande table et qu'on mettait, 20 francophones et anglophones autour de la table, on ne pourrait pas savoir qui parle français ou qui parle que anglais, parce que la francophonie, elle n'a pas un visage. Elle a 1000 visages, on vient d'endroits très divers, on a des façons de parler qui sont différentes, mais on parle la même langue. Est-ce que toi, tu penses justement que le fait de mettre en avant la diversité de la francophonie, de rappeler aux gens qu'on ne vient pas que de France ou que du Québec, que la francophonie, c'est très large, il y a beaucoup de pays, ça peut permettre justement d'ouvrir un petit peu les esprits aux gens et surtout peut-être aussi de lutter un petit peu contre la discrimination de temps en temps? Bien entendu, je pense que, comme tu l'as dit, la francophonie, c'est pas seulement la France, c'est pas le Québec. La francophonie est vaste. Il y a plusieurs pays qui font partie de cet organisme qu'on appelle francophonie. Et dans la francophonie, il y a des accents qui sont différents. Il y a une diversité culturelle au sein de la francophonie. Et essayer de résumer la francophonie seulement par rapport à la France ou du Québec, ce serait ne pas connaître l'histoire et ne pas comprendre en fait l'évolution des choses ou la réalité actuelle. Moi, je me dis souvent qu'il faudrait, par exemple ici au niveau de la radio, permettre à tout le monde de pouvoir passer, s'exprimer. Ça va permettre naturellement de pouvoir combattre cette forme de discrimination ou de préjugés. Ça va permettre aux gens qui ont souvent l'habitude d'écouter la radio, les auditeurs par exemple, de savoir que le français, ce n'est pas seulement la France. On peut avoir quand même cette possibilité d'entendre les différents accents et pouvoir se dire, celui-là, il est par exemple congolais, parce que mon accent est influencé par beaucoup d'éléments. Il y a différentes langues que je parle pas seulement français et anglais, je parle aussi lingala, je parle tsholuba, ça ce sont les langues locales par exemple. Oui, on aura l'occasion de parler justement des dialectes et tout en deuxième partie, ouais. Oui, donc ça, ce sont des éléments qui influencent mon accent et ça fait partie de mon identité. Alors, le fait d'inviter les gens, par exemple, sur un plateau pour la radio, leur permettre de s'exprimer, ça permet de démontrer cette diversité au sein de la francophonie, ces différents accents qui existent au sein de la francophonie. C'est une richesse que les gens ignorent très souvent. Et est-ce que toi, on te l'a déjà fait cette réflexion? Ah, tu parles français, mais tu viens de France? Ah, tu viens du Québec? Oui, ça c'était souvent quand j'étais à Québec, parce que moi j'ai aussi vécu à Québec. Québec City? Québec City, exactement. Okay. J'ai vécu à Québec, dans la province du Québec. Là, parce que c'est une ville francophone, ouais. Donc on essaie souvent de distinguer le français. Et moi, j'étais fier de dire que je suis africain d'origine congolaise, et le français que je parle, c'est le français que j'ai appris au Congo. Et c'était aussi une façon pour moi de partager ma façon de parler, ma culture
ma vision, ma perception des choses avec les gens qui apprennent à me connaître. Et puis aussi rappeler gentiment, mais rappeler que la francophonie, elle n'a pas un visage et elle vient pas que de France ou elle vient pas que du Québec, quoi. Exactement. Donc, le contact avec les gens, ça permet au moins de dissiper ces malentendus, de permettre au moins aux gens de savoir que la francophonie, c'est pas seulement la France, c'est pas seulement le Québec. La francophonie, c'est le Congo, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, c'est le Sénégal, c'est Haïti. Ouais, c'est Haïti, c'est le Maroc, c'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est voilà. partout en fait. Et cette diversité francophone, c'est une richesse. C'est une grande richesse qu'il faut, je dirais naturellement, mettre en valeur. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue, Junior. C'est plutôt comme un quiz. Donc, je vais te poser des questions. Pas de questions difficiles, je crois. Écoute, non, normalement, tout le monde s'en est bien sorti jusqu'à présent, ça devrait aller. Ok, je croise mes doigts. Alors, du coup, je vais te poser des questions. Il faut que tu me répondes au tac de ce qui te vient en tête. Oui. Si je te dis l'acteur ou l'actrice la plus connue au Congo, ce serait qui, selon toi? Je dirais Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme? Oui. Mais il n'est pas camerounais, lui. Jean-Claude, je disais Ah non, le plus connu, mais qui vient du pays. Ah, ok, local. Ok, Ouais, ok, local, ok. ouais. Oh, bonne question. Parce que j'allais dire Van Damme, lui, non. Ok, je dirais, mais tu sais que Jean-Claude, on a mis né au Congo. Ah bon? Oui. Il est né à Lubumbashi, si je ne me trompe pas. Ah bah tu vois, bah, ça marche presque alors. Des parents belges. Ouais, voilà, Parce je que le passe dans ma Congo a tête été la Belgique. colonisé par la Belgique. Exact. Oui, donc entre guillemets. Il pourrait aussi être considéré comme acteur congolais. Bah tu sais quoi, vas-y, juste parce que tu m'as fait fermer mon bec, je la prends ta réponse. Très très bonne réponse en Oui. fait. Alors je dirais, je pourrais prendre, il y a un acteur local qu'on appelle Vu de loin. C'est un comédien. Et il est vu de loin, pourquoi? Parce qu'il a une vision de loin, vue de loin. Mais c'est juste un comédien qui est assez intéressant. Moi personnellement, je l'aime bien, surtout pour me détendre. Je suis souvent ce qu'il fait dans ces différents je dirais, films ou pièces de théâtre. Ok. Oui, Vu de loin, c'est son nom de scène en fait. Ok, Ouais. bah on prend vu de loin, mais je prends quand même, je garde en tête Jean-Claude Van Damme parce que tu vois, l'info je l'avais pas. Si maintenant on parle musique et que je te dis chanteur ou chanteuse la plus connue au Congo, ce serait qui? Ça c'est Fally Ipupa. Ouais, Ouais. ça c'est facile, hein. Ouais, ça c'est très facile. Fally Ipupa, c'est actuellement le meilleur. T'aimes beaucoup, toi-même, t'écoutes un peu? Bien sûr, Fally Ipupa, c'est Fally Ipupa qui me permet d'être en contact avec le pays. Puis la musique, c'est un élément Fédérateur. d'attachement. Oui, Ouais. exactement. Ça C'est me comme le permet- sport, je trouve. Même le sport aussi, parce que durant la CAN aussi, on s'était senti attaché à nos origines. Tu vois, il y a un certain sentiment, je dirais entre guillemets, patriotique, ou cet amour à ses origines qui naît à partir d'un événement comme un match de football, par exemple. Tout le monde était fier. D'agiter son drapeau. Ouais. Exactement, d'agiter son drapeau et de se dire, par exemple, je suis camerounais, je suis congolais, tout ça. Il y a la musique aussi qui en fait partie. Et moi, dans ma voiture, par exemple, même quand je venais ici, Fallait à toute patate dans la voiture. c'est Fally Ipupa parce qu'il il chante en lingala et ses chansons sont très, très romantiques. Puis il est connu un peu partout dans le monde, hein. Oui, oui, oui. À chaque fois qu'il fait des concerts, c'est blindé de gens. Exactement, exactement. Donc Fally Ipupa, c'est la star du moment. Si je te dis un film culte, alors film culte soit du Congo, Oui. ou alors un film culte qui se passe au Congo. Un film culte. Ouais, un film culte. Tu veux dire film en général ou... Ouais, un film qui est au cinéma, qui a marqué le peuple du Congo, Oui. parce que c'est un film congolais et que du coup ça a un peu fait la une pendant longtemps, Je- ou un film l'action se passe là-bas. Oui, c'est La vie est belle de Papa Wemba. Ouais. Je sais pas, tu as eu le temps de regarder le film? Non, mais je vois que j'ai souri en réaction parce que j'ai eu quelqu'un d'autre dans la série Racine Franco et un épisode justement sur quelqu'un pareil que toi de Kinshasa et il m'a sorti le même film. Et du coup, ça me fait sourire parce que moi, quand tu me dis La vie est belle, je pense à Roberto Benigni, le film un peu à l'italienne là. Oui, oui. Mais ce film-là de Papa Wemba, j'ai jamais vu. Ouais, Papa Wemba, c'est venu avant ça, je pense. Ah ouais? Oui, il y a Papa Wemba, le film La vie est belle. Mais je pense que Dadju a fait aussi un film, j'ai regardé tout récemment, j'ai oublié les titres. Dadju? Dadju, ouais, le frère Ouais. de Maître Gims, ouais. Ouais, ouais, mais tu sais qu'il est, il est congolais. Ah, je savais pas qu'ils étaient congolais, non? Ouais, les deux sont congolais. Il a sorti un film, je dois revoir le titre, mais je l'ai regardé aussi, ça c'est un film intéressant. Mais Ok. La vie est belle, c'est le film le plus populaire. Ok. Ben, Si je te dis un plat typique congolais, ce serait quoi? Et il faut que tu nous dises un petit peu ce qu'il y a dedans parce que on aime bien avoir l'appétit un peu ouvert. il y a, 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 il y a
Ben d'abord, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire la cuisine. Ah, tu cuisines en plus? Naturellement, ben, j'aime bien manger ce que j'aime. Ouais. Et, Et des fois, c'est pas forcément évident de trouver dans les magasins, comme tu disais, oui, soit oui, c'est oui. congelé, les restaurants, c'est un peu compliqué Ouais. des fois de trouver. Ouais. Donc tu t'es collé à la cuisine. C'est un truc que tu as toujours aimé ou c'est un peu contraint et forcé que tu l'as fait ici? Ben, j'ai vécu seul par un moment, ben, ce qui m'a permis de pouvoir être autonome. Ouais, Savoir faire la cuisine, ben, tout faire seul. ouais. Alors, du coup, ça s'est développé en moi. Et C'est tu quand- cuisines congolais, forcément? Congolais, Ouais. congolais. Mais je peux faire tout en fait. Il suffit de me donner le menu, La ce que je recette fais, la est recette ici? et tout. Ben, il suffit que j'ai la recette avec moi, savoir ce qu'il faut faire, ben, je pourrais me débrouiller et faire quelque chose de bon. Ok. Mais là, un plat congolais que si je te dis, ok Junior, je m'invite chez toi, Hmm. oui, je peux m'inviter chez les gens des fois. Je m'invite chez toi et je veux vraiment que tu me fasses goûter un plat typique que j'ai vraiment l'impression de manger la culture, tu vois, du truc. Ce serait quoi et pourquoi? Ben, je dirais, bonne question. Ben, j'en ai beaucoup en fait. Vas-y, bah donne deux, trois Mais je ne plats sais là. pas, ok, c'est parce que ok, je dirais euh, le pondou. Pour deux, ouais, tout à Ouais. l'heure tu disais déjà ça. Le pondou, tu as déjà entendu parler de pondou? Bah tout à l'heure tu disais que c'était du Fête de manioc. Ouais, Fête c'est de ça. manioc, oui, oui. Alors, il y a le pondou, par exemple, le pondou, il y a la chikwang, que j'aime bien. C'est quoi ça? La chikwang, on appelle ça en anglais cassava bread. Ok. Oui. Ça me donne pas plus C'est d'infos. du manioc aussi, mais ben, comment on le fait? Du manioc moulu. Ok. On le met dans des feuilles, De bananier. oui, des bananiers. Ouais. Et puis, on le met dans le four. Ok. Comme un nem un peu? Oui, oui, un peu. Et puis après un bon bout de temps, on le mange. Oui, il y a la chikwang, il y a le plantain, le banane plantain. Ouais. Oui. Ben, parce que chez nous, on le fait différemment. On le pile pour faire ce qu'on appelle les litoumas. Oui. Le banane plantain, on les bouillit. Ouais. Après avoir bouilli, on les pile. Et puis par C'est après... comme une pâte, du coup? Exactement, c'est une pâte, une belle pâte là. Et on peut le manger avec le feuille de manioc, on peut le manger avec la viande. C'est comme un accompagnement, du coup, c'est comme un légume que tu manges sur le Non, côté? c'est pas de légumes, c'est un accompagnement en fait. Ok. On le mange avec du légume ou avec de la Avec du viande. riz ou avec quelque chose? Non, non, pas avec du riz. Ah, donc ça prend la place du riz. Exactement, Ok. ça prend la place du riz. Il y a surtout ça que j'aime beaucoup. J'aime bien le makimba, les bananes plantains. On appelle ça makimba. Non, mais c'est cool parce que du coup, ça me donne grave faim et je vais avoir envie de manger. Non, mais c'est tellement bon là, il faut goûter là. Je te les recommande. Ok. Oui, oui. Alors, il y a ça, et puis, parce que j'aime bien la viande. Ben, je sais pas si la viande, c'est pas tellement congolais, mais il y a différentes façons de faire la viande. Bah oui, carrément. C'est comme dans partout. Enfin, on va tous manger plus ou moins du poulet, du bœuf, Oui. je sais pas, de l'agneau, des trucs comme ça, mais on va tous avoir des recettes un peu différentes. Mais actuellement, là, au Congo, il y a ce qu'on appelle le poulet mayo. Je sais pas. Poulet mayo, Oui, poulet mayo. On prend du poulet. et on met de la mayo. Oui, oui. On mélange avec le mayo, donc le poulet grillé, je pense. Et puis, on le mélange avec de la mayonnaise. Et ça fait du bien. C'est tellement bon. Ben, je m'en régale. Une fois que je suis dans un restaurant congolais, ben, c'est tellement bon. Et justement, tu arrives à trouver des restos un peu congolais ici ou justement c'est parce que tu trouvais pas que tu t'es mis un peu à la cuisine? Ben, j'habite à Ajax. Ok. À côté de chez moi, il y a un restaurant congolais. Ben, je peux faire la publicité. Ouais, tu peux. C'est Maman. Vu que tu te rappelles pas du nom en plus, tu Ouais. peux. Non, mais c'est un restaurant congolais très connu Ok. qui se trouve à Ajax, pas trop loin de chez moi. Ok, bah, c'est important de savoir aussi que des fois il y a des restaurants, même si c'est un petit peu, faut prendre la route et tout, mais c'est important pour les gens de savoir que ça existe parce que des fois on est là, comme je te disais tout à l'heure, on a un petit coup de nostalgie, on a envie de reconnecter avec sa culture et il n'y a rien de mieux que, je trouve, la musique, le sport et la bouffe Oui. pour se reconnecter un petit peu. Oui, donc le restaurant, il est très connu. Tout récemment, il y a la star de la NBA, donc l'ancienne star de la NBA, Serge Ibaka, Ouais, qui s'était rendu pour aller déguster de la nourriture congolaise. ouais, ok. Ouais, donc c'est assez. Donc une bonne adresse. Oui, c'est une bonne adresse à Ajax. Et en boisson, donc là on parlait de plats un peu typiques congolais, mais s'il y avait une boisson vraiment populaire, ce serait quoi? Hello? De l'eau? Non, non, je blague. Non, en fait, déjà, je suis pas buveur. Non, mais ça peut être du café, ça peut être du jus de bissap, ça peut être, tu vois, un truc qui est réellement typique au Ok. Congo. Mais là, tu me rappelles mon père, parce que mon père avait l'habitude de prendre du vin de palme.
Ok. Oui. Du vin de palme? Oui. Ah, je savais même pas du que ça vin de existait palme. ce truc. C'est tellement bon. Mais c'est alcoolisé du coup? Oui, c'est alcoolisé. Ok. Il y a un certain pourcentage d'alcool. Ok. Du vin de palme, on appelait ça, en sa langue natale. Dans sa langue natale, on appelait ça CC. Ok. Oui, mon père avait l'habitude de le prendre très souvent. Ouais, il y a ça, par exemple. Ça, c'est tellement attaché à la culture, en fait. Ok. Oui, du vin de palme. Si je te dis, Junior, ça y est, j'ai pris mon billet d'avion, je pars à Kinshasa ou de manière générale en RDC, en République démocratique du Congo, je veux pas rater l'endroit le plus touristique ou vraiment un endroit magnifique où j'ai envie de prendre des photos. Bref, un endroit à visiter dans ce pays, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Actuellement, ça dépend de là où tu vas être. Déjà, Allez, on va dire Kinshasa. Oui, à Kinshasa, avant de parler de Kinshasa, le Congo est un pays touristique. En dépit de tout ce qui se passe à l'Est. Parce qu'il y a un conflit. En génocide, on peut dire ça comme ça. Oui. Il y a un conflit qui se passe à l'Est du Congo où la population est victime d'une agression d'un pays étranger. Et cette agression, c'est juste à la partie de l'Est du Congo. Le reste du Congo N'est pas affecté n'est pas par les affecté violences. directement par ces conflits. Et alors, si tu es à Kinshasa, par exemple, tu vas aller visiter un site touristique. J'ai été conseillé aller à Kingakati. Kingakati, c'est pas très loin de Kinshasa, c'est pas très loin de l'aéroport de Djili. Et là, du coup, tu auras l'opportunité de voir des animaux sauvages, des lions, il y a des crocodiles. En liberté ou c'est un zoo? C'est un zoo en fait, ils sont bien... Une réserve naturelle. Exactement, c'est une réserve naturelle. En plus, là, t'as touché mon cœur, j'adore les animaux. Oui, donc tu pourras avoir l'opportunité de faire ce qu'on appelle le safari. Ouais. sur Je savais place. pas qu'on pouvait faire du safari. Ouais. Donc ça va te permettre au moins d'être en contact avec cette vie sauvage. Voir ces animaux vivants, ça fait 2 fois plaisir, mais attention, il faut être bien protégé parce que ce sont des animaux sauvages. Ouais, donc il faut y aller, mais il faut y aller prévenu et averti. Oui, mais il y a des gardes de parc. Ouais. Des sites, ces différents sites qui vont naturellement te permettre de faire ça de façon sécuritaire. Faire ça, oui, en sécurité, exactement. Donc, Kingakati, c'est l'endroit où j'étais conseillé d'aller. Sinon, il y a beaucoup d'endroits. Moi, j'aime bien la cité. Ouais. Parce que déjà, quand je vis en Afrique, je n'aime pas trop les quartiers épais. J'aime bien être en contact avec la population locale, quoi. Cette chaleur humaine, j'aime bien ça. Il y a une commune qu'on appelle Kinkole. C'est à quelques kilomètres du centre-ville de Kinshasa. Et là, tu vas là-bas, tu vas au moins avoir l'opportunité de bien manger. Okay. Ah, ça c'est bien. Toujours allier voyage et gastronomie. Exactement. Tu vas manger les poulets mayo, ce que je t'ai dit tantôt. Et puis, tu vas manger ce qu'on appelle les liboké. Donc, c'est du poisson mis dans le feu de bois, dans des feuilles, des feuilles des bananiers. Ok. Ouais, c'est tellement bon. Ok, je note sur ma liste le jour où je pars à Kinshasa. Je te réécris pour être sûr des adresses, mais carrément noté. Ouais. C'est quoi le sport le plus connu, le plus pratiqué, le plus populaire au Congo? C'est le football. Ouais. Oui, le football, c'est le sport roi, comme on le dit. Parce que très souvent, lorsqu'il y a un match entre 2 grandes équipes quinoises, parce qu'il y a 2 grandes équipes, c'est comme le Real et le Barcelone. Ouais. Il y a l'AS Vita Club et Imana, Darwin Club. Et le stade je pense, 80 000 personnes est souvent full, plein. Et le football, c'est le sport roi. Tout jeune quinois, toute personne qui a vécu à Kinshasa, qui a grandi à Kinshasa, a au moins eu l'opportunité de taper à la balle. Un petit peu. Oui. Au moins un petit peu. Oui. Même toi? Oui, exactement. Moi, d'ailleurs, c'était mon activité de chaque vacances. On organisait des matchs de quartier, entre différents quartiers, et puis c'était des compétitions entre quartiers. Ouais, puis c'est le sport un peu simple, il y a juste besoin de 2 plots pour faire les cages et une balle, quoi. Exactement, et puis on n'avait pas beaucoup d'exigences, il suffisait de mettre 2 bâtons. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 bâtons, et puis... Moi aussi, j'ai grandi, j'ai pas grandi à Kinshasa, mais j'ai grandi en région parisienne, et des fois, faute de moyens, un pull de chaque côté, et chacun mettait son pull, et on trouvait 4 pulls, et ça faisait les cages pour tout le monde. Et puis on peut passer des heures, 3 heures, il n'y avait pas de fin, en fait. Et puis il y avait surtout moins d'écran quand on était petit, du coup, on passait plus de temps ensemble. Oui, il n'y avait pas d'heure limite.
Ouais. On jouait jusqu'à ce Soit fatigué. on se sent fatigué. Et puis, si par exemple, le propriétaire de la balle est énervé, il prend sa balle, il s'en va. Et il s'en va, et Le du match coup, est fini. le match est fini. Donc, c'était lui le chef, en fait. Je me rappelle de ces ambiances. Ouais. Dis-nous une expression typique congolaise, que si tu l'entends dans la rue, tu te retournes et tu te dises « Waouh, attends, c'est sûr que cette personne elle vient du Congo parce que cette expression, elle est de chez nous. Tokos. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire joli. Tokos? Oui. Ok. Tokos, ça veut dire joli, ça veut dire beau, ça veut dire tout ce qui est de bon, en fait. Ça peut être pour des gens et pour des objets? Oui, Ouais. par exemple, on peut dire cette voiture est tokos. Ok. Ça veut dire qu'elle est jolie. On peut dire cette dame elle est tokos. Ok. Elle est jolie. Et on peut dire, c'est comme ça va, tout va bien. Ouais. Comment tu vas, tokos? Ok. Ça, c'est Fally Ipupa, parce que c'est lui la star, celui qui a sorti ça actuellement là. Mais il y en a plusieurs, parce que les Lingala, la langue locale la plus parlée, c'est les Lingala. Et les Lingala, c'est une langue très, très vivante. C'est Qui une évolue dialecte. beaucoup, quoi. Exactement, ça évolue tous les jours. Il y a tous les jours du nouveau vocabulaire. La dernière fois que j'étais à Kinshasa, c'était en 2019. Mais je t'ai dit, si je rentre à Kinshasa aujourd'hui, mon Lingala n'est plus... Updated, comme on dit en exactement, français. ce n'est plus à ces niveaux-là. Ouais. Je dois prendre du temps, apprendre le nouveau Pour vocabulaire. te remettre à jour. Exactement, pour me mettre à jour. Parce que une personne qui ne me connaît pas, dès qu'il va m'entendre parler Lingala, va se dire, C'est un ancien. c'est un... Ouais, exactement. Il n'est pas d'ici, en fait. C'est Ouais. un Yuma. Yuma, ça veut Yuma, dire... ça veut dire un faiblard, un peureux. Ah, j'adore. Ouais, donc c'est un peu ça. Il y a Tokos, il y a Yuma, il y a Toro. Toro, Ça, c'est Toro. ouais, ça, c'est par rapport à la CAN. Parce que, tu vois, pendant la CAN, il y avait une ambiance. Je dirais, Festive. festive pour soutenir l'équipe nationale, l'équipe congolaise qui est allée jusqu'en demi-finale. Et il y avait des chansons des rues, des jeunes des rues, par exemple, qui ont sorti un slogan Toro Toro. Bétail Toro Toro. Donc, frappe le Toro Toro. Le taureau. Ouais, ouais. Ouais. Donc, c'était comme une motivation, en fait. Il faut frapper, il faut être fort, il faut être Faut avoir la force du robuste. taureau, quoi. Exactement. Ok. Bétail Toro Toro. Donc, frappe-le comme un taureau. Si je te disais, c'est quoi le stéréotype? Alors, quand je dis stéréotype, c'est toujours, on dirait que c'est un négatif, mais pas forcément. Un cliché, un stéréotype, tu vois. Par exemple, je donne l'exemple à chaque fois sur les gens de Paris, parce que c'est de là où je viens. Nous, on a tendance à être jamais content. On va se plaindre beaucoup, mais à côté, on va beaucoup qui châtie bien, qui aime bien châtie bien. Tu vois, on a la vanne facile, nous, en région parisienne, on va souvent... c'est pas méchant, mais on va gazer, comme on dit, nous, tu vois. Je vais m'attaquer à un truc, genre, je sais pas, t'as des chaussures que je trouve marrantes, je vais t'attaquer sur tes chaussures. Il y a rien de méchant, mais c'est juste histoire de rigoler un peu, de casser, break the ice, tu vois, genre de rester un petit peu dans la bonne ambiance. Moi, je dirais que ce serait ça, le stéréotype sur Paris, les Parisiens de manière générale. Toi, si tu devais donner un stéréotype, un cliché un peu général sur les gens qui viennent de Kinshasa, plus particulièrement, ou les Congolais de manière générale, ce serait quoi? Ce serait la sapologie. Ah ouais. Kinshasa, déjà, les gens aiment bien vivre. Ouais. Les gens aiment s'habiller. Les gens aiment, je dirais, peut-être péjorativement, la vie facile. Ok. Oui, les gens aiment bien les matuvistes, en fait. Ouais. Tu vois, Dans le show un peu. dans les shows, voilà, les show-off. Ouais. Et l'habillement, c'est quelque chose de très important pour un Kinois. Un Kinois, quand tu t'habilles mal, tu n'as pas de valeur. Donc, c'est tellement compétitif. Lorsque tu vas à une fête, par exemple, nous qui avons grandi dans certains quartiers, on va te regarder du bas. De la tête aux pieds, ouais. Exactement, de la tête aux pieds Tu pour vas être voir scanné. si tu es vraiment bien debout, en fait. Et ça joue pas. Donc, ça pourrait être considéré comme une façon stéréotypée de juger les Kinois. Mais moi, je suis de Kinshasa, je suis natif de Kinshasa. Certes, j'aime m'habiller, mais ce n'est pas seulement ça qu'on sait faire. On Oui. sait faire plus que ça. Et c'est un peu ça, c'est l'habillement. Ok. On aime trop s'habiller. Il y a des gens qui passent toute leur vie à chercher les habits. Et tout leur argent aussi, parce Tout que ça leur coûte cher. argent, la personne préfère vivre dans Un une taudis, bicoque, ouais. exactement. Mais Mais avoir des fringues sapées, quoi. exactement, très bien sapé, toujours bien coiffé. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est souvent un truc, la sapologie, ça revient souvent aussi dans certaines communautés d'Afrique. Ouais, C'est oui. important, quoi. Donc ça, c'est un peu culturel. Mais je pense que ça pourrait être aussi quelque chose qu'on pourrait tirer davantage. Donc on pourrait le transformer en positif. Ok. Oui. Il y a combien d'heures de vol entre Toronto et Kinshasa? Et est-ce que les vols, ils sont directs ou il faut faire des escales? Et si oui, les escales, on les fait où?
Ben, moi, à chaque fois que j'ai voyagé pardon, de Toronto, de Pearson Airport. Je transite toujours soit par Roissy, Paris, ouais. oui, par Paris, ou soit par Francfort. J'ai une fois transité par Addis Abeba. Mais s'il n'y a pas de vol à partir de Toronto, il n'y a pas de vol direct. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voyager à partir de Montréal. Ça, j'en sais rien. À partir de Toronto, c'est souvent avec le décalage. Ça peut te prendre 15 heures, 13 heures de vol. Et il y a combien d'heures de décalage entre Kinshasa et Toronto? Très souvent, c'est 5 à 6 heures. 5 à 6 heures en fonction de l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Exactement. Donc, c'est 5 à 6 heures. Et les heures de vol dépendent aussi de ces heures de décalage entre les deux villes, Toronto et Kinshasa. Alors, voilà. Donc, il n'y a pas de vol direct à partir Depuis Toronto Toronto. de Pearson Airport, à ce que je sache. C'est ça en fait. Ok. Ouais. Alors, on l'a dit, la capitale du Congo, c'est Kinshasa. On parlait tout à l'heure un petit peu des dialectes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous dire combien il y a de dialectes à peu près? C'est quoi les principaux? Est-ce qu'ils sont enseignés à l'école ou c'est plus des choses qui restent dans le patrimoine culturel populaire, c'est-à-dire que on apprend de la tata, du tonton, de l'ambiance à la maison si les parents sont natifs de ces langages-là. Comment ça se passe un petit peu? En fait, au Congo, nous avons déjà, au départ, on a environ 250 ethnies, groupes ethniques. C'est un pays multiculturel. Ouais, très riche. Très riche, oui. Il y a des langues qu'on appelle vernaculaires, donc, qui sont des langues nationales. Ok. Il y en a 4. Donc, langue comme officielle, plutôt? Officielle, je pense que c'est officialisé au niveau de la constitution congolaise. Il y a les Lingala, par exemple. Il y a les Kikongo. Il y a les Swahili. Et puis, Lingala, Kikongo, Swahili. Et puis les Chiluba. Et la langue la plus parlée, c'est les Lingala. Lingala, ça a une histoire assez particulière. D'autant plus que lorsque il y a eu colonisation au Congo, le Belge ont beaucoup plus enrôlé dans l'armée les ressortissants de la province de l'Équateur, la province d'où provient les Lingala. Et ces soldats recrutés par le colon belge étaient éparpillés un peu partout dans le pays. Et grâce à... Ça a pu diffuser la langue. Exactement, ça a pu diffuser la langue un peu partout. Et puis, il y a la musique aussi. Parce que la plupart, je dirais, les anciens artistes préféraient beaucoup plus chanter en Lingala, en lieu place de chanter dans d'autres langues nationales. Et c'est la raison pour laquelle le Lingala est la plus parlée, la langue la plus parlée, la langue locale la plus parlée. Mais il y a aussi les Swahili qui est parlé, il y a les Chiluba et les Kikongo qui sont aussi valorisés et aussi parlés. Voilà. Et est-ce qu'il y a un habit traditionnel au Congo? Ce serait lequel, si c'est le cas? Bonne question. Tellement que c'est un pays multiculturel, on n'a pas Forcément, une tenue unique. Chaque tribu ou chaque ethnie a sa façon de s'habiller. Je dirais le pan. Ça, c'est presque partout. Ouais. Tenue en pan. Ça, c'est congolais. On peut faire du style différents types de styles, mais à la base, ça sera fait avec le pan. Et est-ce qu'il y a une danse traditionnelle au Congo? Et si oui, ce serait laquelle? Je parlerai beaucoup plus de moi. Ouais. Parce que moi, je suis une symbiose en fait. Mes parents sont un peu... j'ai mon père qui est du nord, ma mère est du centre. Ouais. Donc, j'ai des cultures en moi. Et par rapport à la danse, je dirais premièrement, il y a une danse qu'on appelle Bonyoma. C'est une danse traditionnelle. Ça, c'est du côté de mon père. Il y a les hanches qui bougent. Il y a les épaules aussi. Et puis, il y a une danse du côté de ma mère qu'on appelle Mutwashi. Ça, c'est beaucoup plus les hanches. Voilà. Donc, plutôt flexible des hanches, Junior. Très, très flexible. Parce que, en fait, tu sais, quand on est kino, on doit savoir danser. Ça fait partie de la culture aussi. Ça fait partie. Parce que, on grandit aussi avec la musique. Bah ouais, clairement. Oui. On grandit avec la musique, on l'écoute partout. Et la musique fait partie de notre quotidien. Et en parlant de musique, c'est quoi l'hymne national? Alors, je vais pas te demander de le chanter, hein, t'inquiète pas. Mais dis-nous, c'est quoi le titre de l'hymne national et un peu dans les grandes lignes de quoi ça parle? L'hymne national, on en a eu deux.
Le premier, c'était la zaïroise. C'était pour valoriser les Zaïres de l'époque. Le pays, parce que le pays a changé de nom en 1997. Les Zaïres, c'était pour parler de la justice, de la paix, valoriser les emblèmes du Zaïre. Et puis par après, avec la nouvelle nomination du pays, donc on est revenu au nom du Congo, Congo, République démocratique du Congo. L'hymne national avait changé. C'est actuellement, donc jusqu'à présent, Debout Congolais. Donc ça veut tout simplement demander à tout le monde d'être debout. Debout Congolais. Soyons debout, soyons éveillés, soyons aux aguets. Et soyons beaucoup plus patriotiques. Ouais. Ça renforce en fait ça appelle à l'unité, quoi. Exactement. L'unité et puis le patriotisme, l'amour à la patrie. Ok. Et il est comment le drapeau du Congo? Est-ce que tu peux nous le décrire? Comment il est? Est-ce que tu connais un petit peu le pourquoi du comment de ces couleurs, de ce truc-là? Ah, bonne question. J'ai fini mon high school, ça fait très longtemps. Ça, je pense qu'on nous avait appris ça à l'école secondaire. Le drapeau du Congo, c'est en bleu. Je pense que c'est pour la faune et les flores, donc la forêt. En jaune, c'est pour les richesses, si je ne me trompe pas. Et puis en rouge, pour les sons. Parce que je ne suis pas sûr de l'information que je vais donner. Les sons, parce que la décolonisation du Congo ne s'est pas faite de manière pacifique. Ouais, c'est un peu fait dans la douleur, quoi. Exactement, ça s'est fait dans la douleur. Et ces sons, je pense, le rouge, c'est pour effectivement rendre hommage à ces pionniers, à ces gens qui ont été considérés comme étant martyrs de l'indépendance. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a les rouges dans le drapeau du Congo. Je dois vérifier l'information. Et pour terminer cette entrevue, Junior, qu'est-ce que tu as envie de dire, que ce soit aux auditeurs de Choc FM 105.1, aux nouveaux arrivants francophones de manière générale, aux membres de la communauté congolaise ici à Toronto? Si tu voulais dire 2-3 mots, ce serait quoi? 2-3 mots. Je pense que ce ne sont pas mes derniers mots. C'est la dernière question de cette entrevue, donc ouais. Dernière question, pas dernier mot. Comme dernier mot de cette entrevue. Je te souhaite une longue vie, si c'est ça que tu veux dire. J'avais peur par rapport à ça. Oui, alors pour conclure donc l'entrevue, je dirais Choc FM est une plateforme radiophonique à la disposition de tous les francophones de l'Ontario, du Toronto. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et je dirais tout le monde est bienvenu à Choc FM. Écoutez Choc FM très souvent parce que c'est le moyen qui nous permet d'apprendre, d'être au courant de tout ce qui se passe au sein de la communauté. Et je dirais c'est la radio par excellence à Toronto pour nous les francophones. J'écoute Choc FM très souvent. Et aussi, je suis membre du comité du conseil d'administration du Choc FM. Donc, voilà, c'est la meilleure radio francophone de Toronto. Et ben voilà, c'est sur ces très belles paroles qu'on vous laisse les auditeurs de Choc FM 105.1. Merci beaucoup, Junior, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je rappelle encore une fois que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci beaucoup, Junior. À bientôt. Merci beaucoup, Nathalie. C'était un plaisir. Merci. À très bientôt. Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.